Après avoir terminé avec l'introduction, nous voilà maintenant dans le développement. Nous avons rédigé tout le développement. La première partie, c'est-à-dire la partie explicative, où nous allons expliquer les différents mouvements. Voici les 3 mouvements que nous avons rédigés en entier. Donc, nous allons les lire et essayer de mieux les appréhender. Dans le premier mouvement, Sartre nous parle de sa vie en l'absence d'autrui. On aurait pu aussi commencer par dans la première articulation ou encore, pour mieux comprendre le texte, notre premier mouvement nous dit, et on commence, il y a beaucoup de formules. Donc, dans le premier mouvement, Sartre nous parle de sa vie en l'absence d'autrui. Pour lui, on ne peut parler de honte, de sentiment de gêne que lorsque nous sommes en présence des autres. En effet, l'auteur soutient que quand nous sommes seuls, nous jouissons d'une liberté totale. Et être libre en ce sens signifie tout ce que l'on veut, faire tout ce que l'on veut, comme l'on veut, sans contrainte apparente. Dans ce passage, l'auteur est seul et agit à sa guise sans complexité. Donc, nous allons d'abord rappeler le premier mouvement dans le texte et encore relire l'explication pour voir si c'est dans le même sens. Le premier mouvement dit « La honte dans sa structure première est honte devant quelqu'un ». Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi, je ne le juge ni ne le blâme, je le vis simplement. Pour tout simplement dire que on parle de honte lorsqu'on est en présence de quelqu'un. Quand on est seul, on ne ressent pas la honte. Quand on est seul, on fait tout ce que l'on veut, comme l'on veut. Autrement dit, on est libre. Et c'est ça que nous devrons expliquer dans notre premier mouvement. Donc, on reprend. Dans le premier mouvement, Sartre nous parle de sa vie en l'absence d'autrui. C'est-à-dire que dans le premier mouvement, l'auteur est seul. Et cette solitude doit ressortir ici. Pour lui, on ne peut parler de honte, de sentiment de gêne, que lorsque nous sommes en présence des autres. En effet, l'auteur soutient que quand nous sommes seuls, nous jouissons d'une liberté totale et être libre en ce sens signifie faire tout ce que l'on veut, comme l'on veut, sans contrainte apparente. Dans ce passage, l'auteur est seul et agit à sa guise, sans complexité. Donc, c'est l'explication du premier mouvement qu'on a essayé de faire ressortir à travers ce petit développement. Après le premier mouvement, nous avons maintenant le deuxième mouvement qu'on va d'abord lire. Mais voici tout à coup que je lève la tête, quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout de suite la vulgarité de mon geste et j'ai honte. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en demeure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet, car c'est comme un objet que j'apparais à autrui. Dans ce passage, l'auteur veut nous faire d'abord comprendre que, premièrement, autrui est apparu. Il n'est plus seul. Et à partir du moment où autrui apparaît, la honte commence à naître à travers le regard et le jugement que autrui peut porter sur lui. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer à travers le second mouvement. L'auteur soutient sa thèse dans la seconde articulation. Vous voyez, on a changé l'énoncé de la phrase. Dans le premier mouvement, c'est ça qu'on a changé, on a mis l'auteur soutient sa thèse dans la seconde articulation en démontrant que l'autre est un obstacle à sa liberté. À partir du moment où nous réalisons que nous ne sommes pas seuls, notre comportement se trouve modifié, guidé par la présence ou le regard d'autrui. Il nous transforme, nous chosifie. Ce regard médusant nous contraint à juger négativement la valeur de nos actes et nous nous voyons mal à l'aise à sa présence. On peut justifier cette argumentation avec le passage de L4 à L6, c'est-à-dire L4 à L6. J'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. Et par l'apparition même d'autrui, je suis mis en demeure de porter un jugement sur moi-même comme sur un objet. Ça veut dire qu'à partir du moment où autrui est là et me regarde, je me sens comme un objet. Je sens que c'est son regard, en fait, qui me dicte, qui dit de moi ce que je suis. Autrement dit, c'est comme si ma conscience ne jouait plus son rôle et je suis devenu comme un objet. C'est ce que Sartre a essayé de faire ressortir à travers le second mouvement et c'est ce que nous, on a essayé de développer dans notre rédaction. Maintenant, le dernier mouvement.
Le dernier mouvement, il est dit que « Mais pourtant cet objet apparu à autrui, ce n'est pas une vaine image dans l'esprit d'un autre. Cette image, en effet, serait entièrement imputable à autrui et ne saurait me toucher. Je pourrais ressentir de l'agacement, de la colère en face d'elle, comme devant un mauvais portrait de moi, qui me prête une laideur ou une bassesse d'expression que je n'ai pas, mais je ne saurais être atteint jusqu'au moelle. La honte est par nature reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. » Pour tout simplement dire que, à travers le regard d'autrui, j'aurais pu être affecté par le sens de son regard. Mais au final, je réalise que peut-être dans le fond, je suis un peu comme ce que son regard traduit en moi. Nous allons lire notre explication pour mieux comprendre. Nous allons voir notre explication. Dans le dernier mouvement, Sartre prouve que autrui est un médiateur indispensable à notre reconnaissance. En effet, malgré les jugements provoqués par le regard d'autrui, nous réalisons qu'il existe une part de vérité dans ce jugement. Cela signifie que quelque part, nous sommes souvent une copie conforme. Je dis bien souvent parce qu'il arrive des fois que le regard d'autrui se trompe sur nous. Donc, nous sommes souvent une copie conforme de ce que les autres voient en nous. L'autre m'aide à me découvrir, à mieux me connaître et à mieux m'accepter tel que je suis. On peut illustrer par le passage de L10 à L11, mais je ne saurais, 3 points de suspension, je suis comme autrui me voit. Cela signifie que, d'abord, nous posons un acte. Quand nous sommes seuls, dans le premier mouvement, nous ne jugeons pas. Mais dans le second mouvement, à partir du moment où autrui est là, nous commençons à juger négativement notre acte. Le regard d'autrui commence à susciter en nous des sentiments négatifs. Mais dans le dernier mouvement, nous nous rendons compte que les sentiments négatifs que le regard d'autrui suscite en nous n'est pas aussi mauvais que ça. Parce que quelque part, les yeux d'autrui représentent un miroir en quelque sorte. Si il nous lance un regard pareil, c'est que quelque part, notre comportement a suscité en lui ce regard. Donc du coup, son regard nous permet de nous reconnaître comme tel et de nous accepter. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ressortir dans le dernier mouvement pour montrer qu'en réalité, autrui est un médiateur indispensable entre moi et moi-même. Parce que j'arrive à mieux me connaître grâce à autrui. Quand on est seul, on porte certes un jugement sur soi-même, on a une introspection sur soi-même, mais rien ne prouve que nous sommes exactement tels que nous sommes. Mais à travers le regard d'autrui, le regard est beaucoup plus concret et ça nous permet de mieux nous découvrir. Donc, telle est l'explication du troisième mouvement. Et automatiquement, on l'a suivi de la phrase de transition qui est collée à l'explication. Après avoir proposé une explication aux différents mouvements du texte, quelle critique pouvons-nous élaborer? Et c'est là qu'on saute une ligne maintenant pour aller au niveau de la critique, c'est-à-dire les forces, les faiblesses et la prise de position.